Bonjour à tous, c'est Arnaud, bienvenue dans CQFD, l'émission où je décortique une fonctionnalité remarquable d'un jeu que j'aime pour la reproduire dans Unity. Aujourd'hui, jetons un œil à It Takes Two, la sensation coop du moment. Dans cette vidéo, nous allons donc créer un système de split screen qui va permettre à deux joueurs de jouer simultanément sur le même écran en local grâce à deux sources d'input bien distinctes. Pour faire cela, nous allons tirer parti du nouvel input system de Unity ainsi que des caméras virtuelles de Cinemachine. Si cette vidéo vous plaît et que vous ne voulez pas rater les prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne dès maintenant et à activer la cloche. Non seulement vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive, mais en plus, moi, ça me permet de voir cette belle communauté grandir petit à petit et ça me fait vraiment plaisir. Allez, maintenant, c'est parti. Nous allons utiliser le Third Person Controller que nous avons créé dans cette série de vidéos comme base pour ce tutoriel. Nous avons un modèle, YBot, contrôlé par le script Character Movement et une série de caméras virtuelles de Cinemachine qui suivent ses déplacements et s'activent selon que le joueur passe en mode visé ou non. La gestion de l'input se fait grâce à une classe générée automatiquement à partir des input actions. Pour plus de facilité et démarrer sur de bonnes bases, vous pouvez télécharger le projet sur GitHub ou récupérer un fichier zip sur le Discord. Les liens sont en description. Pour ajouter la fonctionnalité split screen facilement, on va utiliser le script Player Input Manager, fourni par le package Input System. Si vous ne savez pas comment installer l'Input System, il y a une vidéo juste ici. Player Input Manager va ajouter un nouveau joueur dès qu'il détecte un nouveau périphérique. Il va aussi émettre un event pour prévenir lorsqu'un joueur est ajouté. Si je renseigne directement YBot comme préfab à instancier lorsqu'un nouveau joueur est détecté, une erreur apparaît dans la console. La préfab à instancier ou l'un de ses enfants doit contenir le component Player Input. Créons donc un nouveau GameObject appelé Player et glissons dedans la caméra utilisée par le joueur, les virtual caméras de Cinemachine et le modèle YBot. Pour faire du split screen, il nous faut une caméra par joueur. Elles seront donc ajoutées lorsqu'on instanciera les nouveaux joueurs. Ajoutons à YBot le script Player Input. Renseignons notre Input Action Asset. En spécifiant un behavior invoquant des Unity Events, le script va nous créer une liste d'events correspondant à l'Input Action Asset du dessus. Chaque Input Action va déclencher un event que nous pourrons utiliser pour gérer l'input de chaque joueur. Nous allons devoir maintenant modifier quelque peu le script Character Movement. Dans les vidéos précédentes, ce script utilisait la classe Custom Controllers, générée automatiquement par l'Input System pour capter les inputs du joueur. Comme nous passons maintenant par le Player Input, nous pouvons supprimer l'instance de cette classe et enlever toute référence. Créons une nouvelle fonction, move, qui prend comme argument un callback context, une classe contenant plein d'informations sur l'input utilisateur. Cette fonction stockera dans une variable le vecteur 2 fourni par l'input dédié au mouvement, et on utilisera cette variable pour déplacer le personnage dans la fonction update. De retour dans l'éditeur, je peux alors lier cette fonction move à l'event émis par le script Player Input. Il reste maintenant à créer une fonction similaire à exécuter lorsqu'on passe en mode visé. Ajoutons donc une autre fonction, Switch to Aim, qui vérifiera si le bouton lié à l'Input Action est pressé ou relâché.
Dans la préfab player, comme pour move, il reste à lier switch to aim à l'event émis par le player input. Désactivons l'option auto switch qui permet de permuter d'une source d'input à l'autre pour un même joueur. Ici, on veut que chaque joueur ait son input unique. Et très important, renseignons la caméra de la préfab dans le script player input. De retour dans l'éditeur, nous pouvons renseigner la préfab player dans le script player input manager. Limitons également le nombre de joueurs pouvant être ajoutés et activons l'option split screen. Le script va alors gérer le split screen pour nous. Que demander de plus? Si je lance la simulation et que j'appuie sur une touche de mon clavier, le premier joueur apparaît. Les contrôles répondent, la caméra suit, tout fonctionne. Je suis content. En appuyant maintenant sur un bouton de mon contrôleur, un nouveau joueur est ajouté et le split screen est géré directement par le Player Input Manager. Mais attendez, les deux caméras ciblent le même joueur, celui que je viens d'ajouter. Et la souris contrôle la rotation des deux caméras. Traitons un problème à la fois. D'abord, pourquoi les caméras ciblent le deuxième joueur? C'est plutôt simple. Lors de l'ajout du joueur numéro 2, on a aussi créé sa caméra et les caméras virtuelles de Cinemachine. Or, une caméra va toujours se lier à la dernière caméra virtuelle ajoutée sur la scène. Dans notre cas, les deux caméras vont se lier à la caméra virtuelle du joueur 2. Pour éviter cela, et pour que chaque caméra ait sa propre collection de caméras virtuelles, sans que d'autres viennent foutre le brol, il suffit de placer caméra et caméra virtuelle sur un calque spécifique et d'adapter le culling mask de chaque caméra pour qu'elle ne voit pas le calque de l'autre caméra. C'est plus simple en pratique, vous allez voir. Créons donc deux calques, Player 1 et Player 2. Créons ensuite un nouveau GameObject et un nouveau script que nous nommerons GameSetup. Ce script va nous permettre de paramétrer chaque joueur lors de son apparition sur la scène. Dans le script, créons plusieurs collections pour fournir une position de départ, un matériel et un layer à chaque joueur. La fonction HandleNewPlayerConnection sera exécutée à chaque ajout d'un nouveau joueur. On récupérera sur le joueur un component player setup que nous allons créer dans un instant. Ce script, sur base des données fournies par GameSetup, va paramétrer son joueur. Rien de bien sorcier ici, sauf peut-être le culling mask. Chaque caméra a un paramètre appelé culling mask qui fournit à la caméra une liste de calques qu'elle peut afficher à l'écran. Chaque calque est lié à un numéro qui subira un décalage binaire lorsqu'il faudra déterminer la valeur du culling mask. La constante default culling mask est ici un int qui combine les calques dont les valeurs sont 0, 2, 4 et 5. Ce sera le culling mask de départ pour chaque joueur. Prenons quelques instants pour revenir sur cette histoire de calcul du culling mask au moyen des décalages binaires. À chaque calque est associé un index unique. Étant donné qu'un objet ne peut être que sur un calque à la fois, il est assez facile de le changer. Le culling mask, par contre, est un paramètre de la caméra qui répertorie une liste de calques que la caméra doit afficher. Le plus souvent, la caméra va afficher plusieurs calques à la fois. Et le culling mask est une variable entière, un nombre renseignant quel calque à afficher. Si le culling mask se calculait en simplement additionnant les index des calques à afficher, on aurait un problème. Imaginons que je veuille afficher à la fois le calque numéro 4 et le calque numéro 5. Leur somme fait 9.
Mais 9, c'est aussi le résultat de la somme du calque 2 et du calque 7. Du coup, comment faire la distinction entre ces deux possibilités? La solution est simple et élégante. Nous allons utiliser les opérations binaires, ou en anglais, bitwise operations. Lorsqu'il faudra calculer le Culling mask, on va effectuer un décalage binaire vers la gauche sur base de l'index des calques. Je m'explique. On va prendre la valeur 1, exprimée en bits, soit 1, et on va déplacer ce 1 vers la gauche autant de fois que l'index du calque. Pour un calque qui a un index de 4, le décalage binaire aura pour résultat 1 suivi de 4 zéros, soit 16. Pour un index de 7, le résultat sera de 1 suivi de 7 zéros, soit 128. La valeur du Culling mask sera donc la combinaison de ces nouvelles valeurs. Pour combiner deux nombres binaires ensemble, on utilise l'opération logique OU. Pour reprendre notre exemple du Culling mask contenant les calques 4 et 5, appliquons le décalage binaire pour obtenir 1 suivi de 4 zéros et 1 suivi de 5 zéros. Appliquer l'opération OU revient à regarder si chaque colonne contient au moins une fois 1. Si oui, le résultat de la colonne est 1. Ici, le résultat est 1, 1, 0, 0, 0, 0, égale 48. Et cette valeur sera différente de la combinaison des calques 7 et 2. Voilà comment on calcule le Culling mask. Ce type d'opération, les décalages binaires et dans leur ensemble les opérations binaires, sont extrêmement intéressantes, mais nous reviendrons plus en détail sur ces opérations dans une autre vidéo. Allez, on reprend. Pour attribuer à toutes les caméras du joueur un calque spécifique, on récupère simplement le numéro du calque avec layer mask name to layer. Pour ajouter un calque à la liste de calques du Culling mask, on récupère son numéro, on lui applique un décalage binaire et on l'ajoute au default Culling mask avec l'opération OU. Dans la fonction setPlayerStartPosition, on récupère la position de départ, mais on ne l'applique pas directement. La faute à l'animator. Parce qu'il est en ApplyRouteMotion, l'animator va réinitialiser la position du joueur à sa création. Une astuce pour contourner ce souci, c'est simplement d'attendre la fin de la première frame dans Late Update. Si on n'a pas encore appliqué la position de départ, il suffit de l'appliquer et de ne plus rien faire après. Dans l'éditeur, créons les positions de départ et les matériaux pour chaque joueur. Glissons-les ensuite dans le script GameSetup et ajoutons le nom des deux calques. Dans le script Player Input Manager, abonnons GameSetup à PlayerJoinedEvent et demandons-lui d'exécuter la fonction handleNewPlayerConnection. Dans la préfab Player, ajoutons le script PlayerSetup et connectons les objets nécessaires. Vérifions bien que YBot a une position de 0, 0, 0. Lorsqu'on lance la simulation, chaque joueur a une couleur spécifique et une position de départ. Les caméras ciblent bien leur joueur dédié grâce au Culling mask et au calque que nous leur avons attribué, mais l'un des joueurs contrôle toujours la rotation des deux caméras. Pour résoudre ce souci, il faut aller voir le script qui permet la communication entre l'input system et Cinemachine, à savoir Cinemachine Input Provider. Ce script a une variable publique PlayerIndexed que nous allons modifier pour distinguer l'input de chaque joueur.
Dans Game Setup, demandons à Player Setup d'exécuter une fonction supplémentaire. Et dans Player Setup, récupérons les CineMachine Input Providers présents sur chaque caméra virtuelle et spécifions leur index. Dans l'éditeur, le mouvement de chaque caméra est maintenant totalement indépendant. Il reste à régler ce petit bug bizarre lorsque je rentre ou que je sors du mode visé. Le script ne semble pas trouver l'animator et le script Rig Manipulator, alors qu'ils ont été récupérés lors de la création du joueur. Pour simplement régler ça, modifions les variables pour les rendre publiques et glissons manuellement les components correspondants. Et voilà notre système de split screen opérationnel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le nouvel input system de Unity ainsi que sur CineMachine. Si analyser des jeux et en tirer des enseignements vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de cette playlist CQFD. Et si vous voulez voir comment on crée un third person controller dans Unity, ce qui était la base pour cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur cette autre playlist dédiée au sujet. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt. Allez, bisous.